Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre bulletin de nouvelles hebdomadaire Infothémis. Ici Lorraine McLean, votre lectrice pour aujourd'hui. Alors, cette semaine, à Infothémis, nous avons 5 180 $ remis au Centre de prévention du suicide du Témiscamingue, un 59e carnaval de Lorrainville sous le soleil, le seul abattoir de l'Abitibi-Témiscamingue est à vendre, des dispositifs de traitement de l'eau installés dès cette année à Anglier, formation accélérée en santé, 38 bourses de 12 000 $ pour l'Abitibi-Témiscamingue, un manque à gagner de 5 millions de dollars en assurance récolte dans la région selon l'UPA, les 420 000 membres du Front commun adoptent l'entente de principe à 74,8 % et plusieurs autres nouvelles. Et surtout, n'oubliez pas d'être des nôtres à 18 h chaque mercredi soir pour notre télé-bingo hebdomadaire. La belle température a attiré bon nombre de familles samedi dernier au carnaval de Lorrainville. Il suffisait de s'habiller chaudement pour combattre le froid. Les sauts acrobatiques en motoneige et en VTT ont été de retour cette année. Une foule d'enfants ont regardé avec émerveillement le spectacle de saut en motoneige. Les acrobaties de deux pilotes s'enchaînaient et attiraient les regards. Pierre-Luc Trépanier a fait la route de Trois-Rivières avec tout son matériel pour présenter son spectacle en compagnie de son acolyte abitibien Jonathan Belzile. Monsieur Trépanier fait des démonstrations depuis plus de 10 ans. Les événements où les sauts en motoneige et en VTT sont à l'honneur se font plutôt rares au Canada et les compétitions sont inexistantes. Ils sont pratiquement les seuls dans l'Est du Canada à faire cela. Les glissades sur tube ont fait le bonheur des petits. L'une des activités les plus prisées de la journée consistait à sauter dans le vide sur un sac gonflable, ce qui provoquait des sensations fortes. Le carnaval est l'une des premières activités familiales cet hiver. Ce fut une réussite sur toute la ligne. William Maillet, journaliste, et François Lefebvre, caméraman-monteur, étaient sur place en fin de semaine pour capter les activités et profiter de l'occasion pour faire quelques entrevues. Bonjour Simon. Salut! Heureux de t'avoir avec nous, membre organisateur du Carnaval de Lorrainville. Peux-tu nous expliquer un peu comment ça s'est passé dans les 2 dernières semaines, tous les événements qu'on a eus au Carnaval en partant du 14 février, qu'on a eu à l'église un spectacle? Oui, on avait le spectacle à l'église le 14 février pour ouvrir les festivités. On avait entre nous là, un spectacle là, avec des chanteurs dans le direct de l'univers. Écoute, c'était un 2 heures de show. Là. Ils ont été hyper généreux avec du talent à revendre. Là. Les gens n'étaient pas prêts à quitter leur siège après 2 heures de show. On en aurait pris encore. Vraiment très, très beau show pour ouvrir tout ça. Puis, malheureusement, la soirée du 23 février, on a dû l'annuler à cause du froid et notre artificier qui avait des problèmes de santé. Puis, donc, on a remis tout ça à notre journée d'aujourd'hui, du 24 février. Et le 14 février, si j'ai compris, c'était un spectacle, une tourne par minute, c'était? Bien, c'était 100 minutes de chansons québécoises, puis vraiment québécoises francophones. Fait que ça n'a jamais arrêté. Il n'y avait pas de break. C'était non-stop, des medley chansons, puis ils nous amenaient vraiment dans différents genres. C'était vraiment, vraiment très bien. Et le groupe, ils ont aimé beaucoup l'accueil de Lorrainville? Ils ont adoré venir chanter au Témiscamingue, très heureux. Vraiment, le public était vraiment chaleureux, puis ils étaient très heureux d'être là cette soirée-là. Fait qu'on est vraiment heureux de leur groupe. Et le spectacle c'était le 17 aussi qu'il y avait un spectacle? Oui, le 17, écoute, c'est notre souper-spectacle, comme d'habitude. 350 personnes, était sold out notre souper avec l'Éden Rouge, encore un souper sur la coche. Puis les 2 groupes aussi, c'était Wow, Étienne Drapeau avec sa formation Fiesta et All Access, 2 groupes où ça a fait danser les gens là, non-stop. C'était vraiment, vraiment cool. Parce que le groupe All Access, c'était un peu le même genre que Alter Ego l'année dernière? Oui, je te dirais que c'était vraiment la même formule avec différents genres musicaux, changement de costume. Ça ressemblait beaucoup à Alter Ego. Et aujourd'hui,
Est-ce que c'est toi qui as été contacté, les motoneigistes et tous les... Ben, c'est le comité gens? organisateur. On a vraiment, là, on voulait mettre quand même le paquet. Le 60e s'en vient. On veut remettre un peu ce qui était dans les dernières années avant la COVID. Fait que les sauts avec Trap Freestyle, écoute, c'est vraiment impressionnant de les voir sauter là, faire des acrobaties, surtout avec leur motoneige. Fait que c'est vraiment un beau spectacle qu'on est content d'offrir aux gens. Puis bien sûr, ben, avec les jeux gonflables, tout ça, tout ce qui vient à enjoyer un peu tout ce qui est famille. Les gens sont très heureux. Le tournoi de cartes pour les autres. Tournoi d'Uno aussi qui ont mis sur pied pour les enfants. Quand même plusieurs enfants qui participaient tantôt. Puis ce soir, Super Spaghetti, troupe de théâtre là, ce soir avec Réal Couture, avec des jeunes de 8 à 12 ans pour préparer notre belle relève là, au point de vue théâtre. Fait que les jeunes vont être là faire une courte présentation. Puis après ça, on finit la soirée avec les Winslow Dancers, le soir en danse en ligne. Les gens sont invités à venir prendre une petite bière tranquille. Puis ceux qui aiment danser, bien, ils sont les bienvenus. Est-ce qu'on a eu peur un peu à cause de la météo plus douce des derniers jours, cette semaine? Bien, tout l'hiver, je te dirais qu'on l'a suivi. Tu sais, nous, les gars à voirie qui s'occupent à la municipalité de pouvoir faire les glissades et autres, ben, ils ont fait des tentatives, elles fondaient, elles recommençaient, un petit peu de neige, mais on travaille très fort. Puis on est quand même très heureux, on a une glissade aujourd'hui. Les enfants peuvent glisser, mais c'est sûr que, tu sais, la cour, on n'a aucune neige, c'est plus difficile de faire un festival hivernal comme ça, mais on s'adapte. Puis on change un peu nos activités en conséquence. Et on entend, on a encore Simon Maillé comme animateur? Oui. Ah oui, notre Simon Maillé est toujours là. Il suit tous nos événements. Il est là dans toutes les journées, les festivités pour faire des présentations. C'est notre animateur. Et est-ce qu'on a de la sculpture sur neige ou... La glissade, ben, c'est ça. Quand on parle de difficulté hivernale, c'est ça. Là, ça a donné des blocs pas superbes. Fait qu'on les a comme... Les enfants s'en servent comme banc pour regarder les spectacles. Parce que là, en ce moment, ils sont pas super. Mais c'est justement... C'était difficile de pouvoir s'adapter avec ces conditions hivernales-là très difficiles cet hiver. Pour la troupe de Périlleux en 4 roues et skidoo, est-ce que ça a affecté le fait qu'il n'y ait pas de neige? Eux, c'est pas grave? Pour eux, non, ça fait chauffer un peu les machines, mais ils repassent autant qu'ils aillent se passer un peu dans la neige pour les refroidir. Mais sinon, ils sont corrects. Ils ont comme des petites roulettes en dessous de leurs patins. Fait qu'ils sont quand même adaptés là, pour pouvoir faire ça, même s'il n'y a pas de neige. Parfait. Un gros merci, Simon, pour nous répondre. Merci. Alors, bonjour, Jean. Ben bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Et aujourd'hui, au Carnaval, pour la municipalité de Lorrainville, encore une belle réussite. C'est un événement qui, année après année, réussit toujours. Puis je vais juste souligner en passant le travail magnifique de Simon puis de sa gang. C'est un événement qui est aimé par le monde. Puis on a beaucoup de monde encore aujourd'hui. On a eu le souper. On a eu beaucoup de choses. Il y a une petite pièce de théâtre tantôt. Ça fait partie des mœurs de Lorrainville. Le carnaval est implanté. C'est encore une fierté de recevoir autant de monde année après année. Ah oui, c'est toujours le fun. Puis là, en Lorrainville, on est accueillant, on est bien situé, on a des infrastructures qui aident, puis tout. Fait que c'est bien le fun. Et on compte encore mettre beaucoup d'efforts du côté de la municipalité pour encourager encore l'année prochaine et les autres à garder ça. Ah bien ça, c'est certain. Puis il va y avoir d'autres choses qui s'en viennent. Avec Simon, justement, qui a des projets plein la tête. Moi, qui s'est impliqué en politique, justement, pour amener des projets à Lorrainville, pour amener des familles, pour les attirer, puis après, pour les garder. Ça prend ça. On met de l'emphase sur l'événementiel pour les garder? Ou? Beaucoup événementiel. Il y a d'autres choses qui s'en viennent qu'on ne peut pas parler encore, mais ça va être... Lorrainville va être sur la map. Ça, on essaie de garder ça jeune? Oui. Bien, de plus en plus, c'est les jeunes. Comme je disais à quelqu'un tantôt, avant, on se promenait dans les rues, puis c'était la maison à M. Rochelot, la maison à M. Leflouic, la maison à M. Barrette. Aujourd'hui, c'est la maison de la petite famille Martineau, la petite famille Gagné, tu sais. Ça a changé. Les jeunes prennent la place, donc ça va venir plus dynamique, puis c'est ça. Puis on le voit que ça réussit, de plus en plus de jeunes familles qui viennent à Lorrainville. Oui, bien, Lorrainville est accueillant, puis on a de quoi? On a un beau parc, on a des belles installations. L'été, on a le camp de jour, l'école secondaire nous aide. C'est vraiment attrayant de venir ici. Puis on est content de voir du monde puis de les accueillir. Là. Ah, merci beaucoup, Jean. Ça fait plaisir.
montant de 5 180 a été remis au Centre de prévention du suicide du Témiscamingue. Ce montant a été amassé dans le cadre de la collecte de fonds « S'outiller pour s'entraider » organisée par MCK Témiscamingue Shores. Les participants à la collecte de fonds couraient la chance de remporter un tracteur à pelouse d'une valeur de 3 300 $. Ce don permettra à l'organisme de mieux s'outiller pour continuer à offrir des services essentiels dans sa communauté. Merci à MCK Témiscamingue Shores pour son implication en prévention du suicide. Tous les profits remis au Centre de prévention du suicide de Témiscamingue serviront à mettre sur pied un projet pour les endeuillés par suicide. L'entreprise des Praz de Rouyn-Noranda prend la décision de vendre son abattoir de proximité situé dans le quartier Évin à Rouyn-Noranda. De nombreuses contraintes gouvernementales liées à la vente de ces produits ont joué un rôle dans la décision des propriétaires de vendre le seul abattoir en activité en Abitibi-Témiscamingue. L'entreprise des Praz est bien connue dans la région pour la vente de son bœuf. Les produits sont notamment offerts dans son commerce à Évin, puis dans sa boutique au centre-ville de Rouyn-Noranda. La copropriétaire Christelle Groux tient d'ailleurs à préciser que la vente des produits se poursuivra dans ses points de service. C'est seulement l'abattoir qui est à vendre. Quand les propriétaires ont débuté l'entreprise, ils désiraient commercialiser la viande provenant de leur élevage. L'abattoir, ce n'était pas quelque chose qu'ils avaient nécessairement envie de faire, mais cela faisait partie de la chaîne s'ils voulaient garder leurs animaux en région et les transformer en région. L'abattoir est ouvert depuis 7 ans. Plus de 100 fermes de la région font actuellement partie de la clientèle et environ 350 bovins y sont abattus annuellement. L'abattoir demeurera ouvert jusqu'à la vente. Christelle Groux raconte qu'il est devenu impossible de prendre plus d'ampleur, de se développer davantage, de faire les marchés publics et de disposer d'un kiosque à la ferme de Rimini. Il est impossible d'obtenir une dérogation pour cela. L'entreprise avait la possibilité de développer un projet d'abattoir sous inspection permanente qui permet aux producteurs de vendre ensuite leurs produits partout dans la province, mais après avoir tenté de multiples démarches, les propriétaires ont décidé d'abandonner le projet. Ils vont maintenant vendre les infrastructures et faire abattre leurs bêtes à l'extérieur de la région, à moins qu'une personne décide de prendre la relève. Vincent Boisvert, président du syndicat des producteurs bovins de l'Abitibi-Témiscamingue, croit que les règles entourant les abattoirs sont beaucoup trop strictes et contraignantes. Il ajoute qu'une fermeture potentielle entraînerait des répercussions financières sur plusieurs producteurs. Le MAPAC a une volonté de conserver l'infrastructure d'abattage et d'accompagner les entrepreneurs. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec accompagnera un éventuel acquéreur. Un autre problème soulevé par les producteurs est que la réglementation actuelle ne leur permet pas d'envoyer leurs bêtes à l'abattoir de proximité et de les vendre eux-mêmes par la suite. Ils doivent donc les envoyer dans un abattoir sous inspection situé à l'extérieur de la région, s'ils souhaitent ensuite vendre leurs produits. Une situation qui empêchait certains producteurs de faire affaire avec l'abattoir de Rouyn-Noranda. Un permis d'abattoir de proximité, c'est pour faire une vente directe aux consommateurs. Le député fédéral de l'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, estime qu'il s'agit d'une triste nouvelle pour la région. Il juge que les deux ordres de gouvernement doivent en faire davantage pour soutenir financièrement les entreprises qui souhaitent aller de l'avant avec un projet d'abattoir. Sébastien Lemire interpelle les gouvernements pour qu'ils comprennent que l'Abitibi-Témiscamingue a besoin d'infrastructures d'abattage, a besoin d'aide dans les programmes, puis au même titre qu'un aqueduc, c'est un service public qui devrait être beaucoup mieux soutenu par nos gouvernements. M. Lemire voyait d'un très bon œil la possibilité qu'un abattoir sous inspection puisse ouvrir ses portes dans la région. L'abattoir amenait un potentiel de développement super intéressant pour l'Abitibi-Témiscamingue. Le député bloquiste affirme
que ce qu'on souhaite comme consommateur, c'est d'être capable d'acheter notre viande locale dans les restaurants, dans les épiceries et autres. Encore cette année, le Centre de bénévolat du lac Témiscamingue tient une clinique d'impôt. Elle offre son service d'aide en impôt aux personnes à faible revenu tous les lundis du 4 mars au 22 avril 2024 pour le secteur centre. Un point de service est aussi disponible à Belle-Terre tous les jeudis pour le secteur est. Considérée à faible revenu toute personne seule ayant un revenu annuel de 35 000 $ et moins, les couples avec un revenu annuel de moins de 45 000 $, chaque personne à charge supplémentaire ayant un revenu de 2 500 $ et moins, tout adulte avec un enfant dont le revenu est inférieur à 45 000 $ par année, chaque personne à charge supplémentaire ayant un revenu de 2 500 $ et moins. Ce service vous intéresse, alors vous devez prendre rendez-vous en composant le 819-629-3124. Le Centre de bénévolat Lac-Témiscamingue se fera un plaisir de vous servir. La municipalité de Laverlechère-Anglier compte installer les équipements individuels de traitement de l'eau dans les résidences et les commerces du secteur Anglier avant la fin de l'année 2024. Le projet sur lequel elle travaille depuis 2020 devrait permettre aux résidents qui acceptent ce système d'avoir une eau propre à la consommation directement chez eux. Le réseau d'aqueducs du secteur fait l'objet d'avis d'ébullition depuis des années. Le projet, évalué à plus de 2 millions de dollars et financé en grande partie par Québec, devrait être lancé dans les mois à venir. Mais pour commencer, un projet pilote sera mené dans 3 maisons qui recevront les installations afin de tester la fiabilité du système. La municipalité assure que les tests de vérification de la technologie choisie se poursuivent et que, jusqu'à présent, ceux qui ont été effectués démontrent que l'on a atteint le niveau de la qualité d'eau qui répond à la réglementation du ministère de l'Environnement. Une rencontre d'information publique se tiendra dans les prochaines semaines pour expliquer l'ensemble du projet. Les citoyens seront également informés sur l'entente légale relative à la cession des équipements par la municipalité, leurs responsabilités futures, le fonctionnement du système et les coûts annuels qui y sont associés. Le maire rappelle que la démarche n'est pas obligatoire et les résidents ont le droit de ne pas installer le système. La municipalité doit, par la suite, lancer un appel d'offres au moment qu'elle jugera opportun. M. Normand Bergeron, maire, ajoute que le projet d'Anglier pourrait servir dans d'autres municipalités privées d'eau potable. Le dossier de l'eau potable à Anglier occupe depuis des années l'administration municipale. Selon le maire, la municipalité n'a pas les capacités financières pour s'offrir une usine de traitement de l'eau et la construction de puits individuels ne réglera pas le problème. Le maire espère que tout fonctionne, que les gens soient encouragés à installer ce système et qu'ils puissent boire enfin de l'eau propre comme partout ailleurs. Pour le mois de l'histoire des Noirs, le Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue a désigné pour la première fois une personnalité marquante du territoire. C'est le prêtre Luc Gonda Coy Lozalé, l'un des 2 curés du Témiscamingue, qui a été mis à l'honneur pour son implication. Une quinzaine de minutes avant la messe du dimanche, les fidèles commencent à pénétrer dans l'église Notre-Dame du Rosaire de Ville-Marie. Certains serrent la main du prêtre et font un brin de jasette, alors que d'autres se dirigent vers les bancs. Environ 70 personnes assistent à la célébration cette journée-là. Le prêtre Luc, comme il préfère se faire appeler, a quitté la République démocratique du Congo en 2018 dans le cadre d'une entente entre le diocèse de Benzakuza et celui de Rouyn-Noranda. Il est venu accompagné d'un collègue. Même en plein mois d'août, c'est la température qui l'a d'abord marqué. L'accueil chaleureux reçu à Rouyn-Noranda lors de sa première année lui a réchauffé le cœur. Il est responsable de 4 paroisses et de 3 résidences pour aînés, ainsi que de la communauté autochtone de Wenaway. Comme plusieurs prêtres, il loge dans les installations de l'Église. Le prêtre se fait un devoir d'être disponible jour et nuit pour accompagner les malades en fin de vie.
M. Gonda Koy Lozela a bon espoir en l'avenir de sa religion, malgré la baisse de catholiques pratiquants au Québec. Il ajoute que l'on fait ce qu'on doit faire. Même si l'Église n'est pas bondée, il préfère voir le bon côté des choses. Il voit la mission qui lui est confiée et il la réalise avec les gens qui sont là. Le prêtre Luc refuse de comparer l'implication catholique des gens de son pays natal à celle des gens de la région. Il s'adapte à la réalité. Canada, c'est Canada. Congo, c'est Congo. Témiscamingue, c'est Témiscamingue. Le 23 février dernier se tenait la séance mensuelle du Conseil de la MRC de Témiscamingue. Lors de cette rencontre, les élus se sont prononcés sur l'octroi de plusieurs contrats et soutiens financiers afin de soutenir des initiatives pour le développement du territoire, en plus d'analyser une demande d'accompagnement que nous a adressée une municipalité. La municipalité de La Force demande le soutien de la MRC dans le cadre du dossier concernant les limites de leur territoire en lien avec la demande de Long Point First Nation. La municipalité souhaite un support dans les négociations qui sont en cours entre les deux paliers gouvernementaux au niveau de cet enjeu. À la suite de l'analyse de cette demande municipale, le Conseil a convenu de soutenir la requête de la municipalité au gouvernement, soit de régler le dossier de l'assise territoriale de Long Point First Nation, en statuant sur l'assise territoriale de la communauté autochtone, les responsabilités relevant de la municipalité et de la communauté pourront être enfin clarifiées. La MRC confirme que ce dossier en est un prioritaire pour toutes les parties du territoire qui y sont impliquées et elle confirme que son appui ainsi que la disponibilité de toute l'expertise développée à la MRC. Les discussions à venir devront s'appuyer sur des données probantes et la MRC s'engage à accompagner les communautés dans cet exercice. À la suite d'une annonce gouvernementale confirmant de nouvelles sommes pour favoriser l'adaptation au changement climatique, le Conseil a autorisé la signature de la Convention d'aide financière pour accélérer la transition climatique locale. Cette convention permet à la MRC l'octroi d'une somme considérable de 1 730 200 pour l'élaboration d'un plan climat et la planification de projets axés sur la transition climatique à l'échelle locale. Voici d'autres faits saillants de la rencontre. 3 projets présentés à l'entente en vitalisation du FRR ont obtenu l'approbation du Conseil, soit l'aménagement de l'aire publique du camping municipal de Belle-Terre pour un montant de 44 395 $, l'électrification du terrain de camping municipal du lac des Bois de la Tulipe-Gaboury pour un montant de 18 777 $ et la rénovation du centre multifonctionnel de l'Est Témiscabien de Belle-Terre pour un montant de 89 694 $. L'octroi d'un contrat gré à gré à l'entreprise 724 Marketing a été donné dans le cadre de la campagne d'attraction et de tourisme de la MRC pour une somme de 57 758 $. Une somme de 58 550 $ a été octroyée à l'entreprise Sparkling pour la mise en marche de la deuxième phase de la marque agroalimentaire Fièrement d'ici. Une motion de félicitations est adressée à M. Dominique Lafontaine, artiste de Témiscamingue First Nation, pour son prix Artiste de l'année, remis par le Conseil des arts et des lettres du Québec, assorti d'une bourse de 10 000 $. Lors de la séance, les élus ont entériné la nomination de Mme Mélanie Rochon à titre de directrice des services administratifs à la MRC du Témiscamingue. Mme Rochon entrera en fonction le 27 février prochain. La prochaine rencontre du Conseil se tiendra le mercredi 20 mars dans les bureaux de la MRC à Ville-Marie. Alessandra Dominguez, une étudiante en soins infirmiers au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, a organisé dernièrement une vente de bijoux faits à la main aux 4 coins du campus de Rouyn-Noranda. Une part des ventes amassées a été remise à l'organisme à but non lucratif Mission Tournesol, dont la vocation est de fournir un soutien financier et social aux personnes atteintes de cancer au Témiscamingue.
L'artiste se dit voir beaucoup de personnes souffrant de cancer. Elle se disait que ce serait une belle idée de mélanger l'art avec la médecine pour aider les gens économiquement. Les bijoux créés par l'artiste sont faits à base d'argile synthétique, une pâte semblable à la pâte à modeler qui se durcit lors de la cuisson au four. Ces œuvres sont minimalistes, généralement de petite taille, et représentent majoritairement des animaux. La semaine dernière, Alexandra a présenté son projet Aussitôt, qui signifie ourson en espagnol. Le projet Aussitôt, c'est la présentation de ce qu'elle crée normalement toute seule et le partage aux autres pour une bonne cause. Alessandra Dominguez, avec une amie et collègue artiste Dorothée Tassé, avait un kiosque à la dernière édition de la foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue où les deux jeunes femmes vendaient leurs œuvres sous le nom des créations au bout des doigts. L'artiste était aussi présente au marché de Noël de Lorrainville. Les personnes intéressées à suivre son travail peuvent le faire via le groupe Facebook public Mancina. La municipalité de Laverlechère-Anglier, au Témiscamingue, a décidé de fermer ses 2 patinoires pour le reste de la saison. Les conseillers municipaux se sont entendus lors de la séance du 12 février pour ne pas investir du temps et de l'argent afin de remettre à jour les 2 structures. La glace qui a fondu ne permet plus aux utilisateurs de s'aventurer sur les patinoires qui n'ont ouvert que quelques jours cet hiver, explique le maire. Le temps doux et le manque de neige sont en cause selon le maire Normand Bergeron, qui affirme ne pas avoir vécu souvent cette situation. On aurait pu tout recommencer, mais on nous annonce encore de la chaleur. Dépenser encore des milliers de dollars pour tout refaire alors qu'on sera encore dans les valeurs positives. Et les prévisions semblent donner raison à la municipalité puisque, selon Environnement Canada, le mercure va fortement grimper mardi et mercredi. Selon Environnement Canada, il n'est pas impossible d'enregistrer des records de chaleur la semaine prochaine. Pour répondre aux besoins de la population, la région de l'Abitibi-Témiscamingue bénéficie d'un déploiement de 22 horaires de véhicules ambulanciers. Certains des horaires pour les véhicules préhospitaliers sont des horaires à l'heure, c'est-à-dire que des techniciens ambulanciers paramédics sont présents en tout temps dans le véhicule ambulancier pour répondre aux appels alors que d'autres sont de faction. Dans ce cas, le technicien demeure à son domicile dans l'attente d'un appel. En complément, considérant la très vaste superficie du territoire, les municipalités déploient des services de premiers répondants pour répondre aux besoins de la population. Il est à noter que le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue a la responsabilité de former ces personnes afin qu'elles puissent répondre aux besoins de personnes en situation d'urgence. Au Témiscamingue, on y retrouve un véhicule ambulancier à Notre-Dame-du-Nord, 2 à Ville-Marie, 1 à Belle-Terre et 1 à Témiscamingue. Au cours de la dernière année, davantage d'horaires à l'heure ont été instaurés, ce qui réduit le risque de rupture de service, car pour les horaires de faction, il est prévu qu'une période complète de repos de 8 heures par 24 heures est requise. Pour les techniciens ambulanciers paramédics, et qu'ils doivent cesser leur activité après 16 heures consécutives de travail. Les horaires à l'heure permettent d'éviter cette contrainte. Néanmoins, avec une main-d'œuvre limitée, des ruptures partielles de service sont possibles lors d'absences non planifiées. Lorsqu'un répartiteur reçoit un appel d'urgence, ce dernier attribue un niveau de priorité dans le respect des directives ministérielles. Les P0 et les P1 constituent des priorités où une affectation immédiate est requise. Selon la condition clinique et les protocoles en vigueur, le répartiteur contactera les premiers répondants afin qu'ils puissent prendre en charge la demande jusqu'à l'arrivée d'une ambulance. À noter que l'Abitibi-Témiscamingue compte 12 services de premiers répondants, dont un dans la MRC de Témiscamingue. Advenant qu'il ne soit pas possible d'effectuer une ambulance dans les délais requis, une ambulance en provenance d'un secteur à proximité sera orientée en conformité avec les directives prévues à cet effet. Pour la période du 1er avril 2023 au 10 novembre 2023, 69 % des priorités P0 et de 65,6 % pour les P1 ont été traitées dans un délai de moins de 12 minutes.
Le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue travaille en continu pour améliorer l'accès aux services préhospitaliers d'urgence. À ce sujet, certaines actions ont été accomplies au cours de la dernière année, mais il reste encore de la place à l'amélioration. L'Union des producteurs agricoles UPA de l'Abitibi-Témiscamingue demande au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation de bonifier l'aide accordée à la suite de la sécheresse de l'été dernier. La financière agricole du Québec vient de verser les montants pour compenser la deuxième coupe de foin, des sommes largement insuffisantes selon l'UPA. Le syndicat agricole estime le manque à gagner à 5 millions de dollars pour une centaine d'entreprises de l'Abitibi-Ouest et de Rouyn-Noranda. Le président régional de l'UPA, Pascal Roux, croit que les calculs de la financière agricole, basés principalement sur des stations météo, n'ont pas pris en compte les impacts de la sécheresse du début de la saison. Beaucoup de plantes étaient mortes ou en période de dormance. Même si les stations météo ont capté un peu de pluie et que normalement il aurait dû y avoir une reprise pour la deuxième coupe, il n'y en a pas eu du tout. Il fallait vraiment que la financière sorte de son cadre pour aller compenser cette partie-là, soutient M. Roux, qui rappelle que des agriculteurs avaient tiré l'alarme en septembre dernier sur cette question. L'UPA demande maintenant l'intervention du ministre de l'Agriculture, André Lamontagne. Pascal Roux, président régional de l'UPA, ajoute que c'est le ministre présentement qui peut faire quelque chose, soit un programme spécial, un programme ad hoc, pour venir compenser parce que les producteurs se sont quand même assurés à un programme d'assurance récolte. C'est comme si ta maison passe au feu et qu'il en paye juste la moitié. Par courriel, le ministre Lamontagne rappelle qu'il a demandé à la financière agricole de tout mettre en œuvre pour bien accompagner les producteurs touchés l'été dernier, car ça a été un été difficile et les agriculteurs en subissent encore les contre-coups. En attendant, plusieurs producteurs de l'Abitibi-Témiscamingue ont choisi de se départir d'une partie de leur cheptel. Plusieurs milliers d'accidents routiers surviennent tous les ans dans la province de Québec. Selon le bilan routier de la Société de l'assurance automobile du Québec, le nombre de personnes blessées gravement sur la route a connu une baisse comparativement à la moyenne des 5 dernières années. Le nombre de blessés légèrement a lui aussi diminué. Malheureusement, le nombre de personnes décédées sur les routes a augmenté. Selon les données de la SAAC, 20 448 accidents ont eu un lien en région. Un accident sur 5 a entraîné des blessures ou des décès, alors que les autres se sont limités à des dommages matériels. Avec 191 350 véhicules immatriculés, le taux d'accident par 100 000 véhicules en circulation de la région est de 1070, ce qui est un taux inférieur à celui de la province qui se situe à 1191. Une majorité des accidents routiers en Abitibi-Témiscamingue résultent d'une collision avec un autre véhicule. Proportionnellement, la région présente un nombre plus élevé d'accidents sans collision qui résultent d'une perte de contrôle ou d'une sortie de route qu'à l'échelle provinciale. Toujours pour la région, 46 % des accidents ont eu lieu entre le mois de novembre et de février, ce qui est au-dessus de la moyenne provinciale de 38 %. Les accidents graves ou mortels sont aussi plus fréquents pendant cette période. Bien qu'une majorité des incidents surviennent sur une chaussée sèche, 39 % des accidents ont lieu sur une chaussée enneigée ou glacée, alors que la moyenne provinciale est de 19 %. La proportion d'accidents graves ou mortels en saison hivernale en Abitibi-Témiscamingue est aussi supérieure à celle du Québec. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue confirme que le service de chirurgie vasculaire n'est plus offert en région depuis le 1er janvier. Cette information révélée par les médias il y a une semaine a déjà fait réagir des élus qui ont dénoncé ce qu'ils appellent un manque de transparence et de rigueur de l'organisation. La PDG du CISAT, Caroline Roy,
a précisé que le service était offert depuis plusieurs années parce que des chirurgiens généraux avaient aussi développé cette spécialisation à Amos. Le volume de chirurgie vasculaire ne justifie pas un poste, mais Caroline Roy assure que la région est prête à accueillir un chirurgien général avec cette spécialisation. Malheureusement, il n'y a pas eu de candidats qui ont souhaité venir offrir cette spécialité au sein de notre région. Bien que certaines chirurgies vasculaires mineures pourront être effectuées à Amos, les patients doivent dorénavant consulter à Montréal. Caroline Roy précise toutefois que des mesures ont été mises en place pour réduire les déplacements. La PDG indique que dans le contexte spécifique de la chirurgie vasculaire, on a également une entente avec les établissements montréalais à l'effet que les premiers rendez-vous pour des consultations électives, donc non urgentes, seront faits par téléconsultation. La personne n'aura pas besoin de se déplacer. Puis, lorsque la chirurgie sera nécessaire, si tel est le cas, évidemment, la personne devra se déplacer à Montréal. Le ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, était de passage en Abitibi-Témiscamingue mardi dernier. Plusieurs arrêts étaient prévus à son horaire pour discuter notamment de recherche dans le domaine minier. Selon le ministre Champagne, la filière batterie est aussi une opportunité à saisir et il importe de tout mettre en place pour tirer son épingle du jeu. Il mentionne qu'il y a un avenir qui s'ouvre devant nous. On a le talent ici, les ressources naturelles, l'hydroélectricité et l'accès au marché. Ce qu'il faut créer, ce sont les écosystèmes pour attirer ces investissements et c'est là qu'on est en train de voir avec les différents partenaires chambres de commerce, MRS, l'UQAT et le CTARI, comment on peut arrimer ce qu'on a déjà comme les connaissances. La région jouit d'une grande réputation et il faut voir comment on l'insère dans cette nouvelle filière industrielle. Des organismes communautaires ont invité la population à se joindre à eux dans le cadre de la Journée mondiale de la justice sociale pour partager soupe et café. À Rouyn-Noranda, le regroupement d'éducation populaire de l'Abitibi-Témiscamingue a organisé mardi passé une soupe populaire pour dénoncer la crise du logement et les problèmes d'accès à l'alimentation. Le tout s'est tenu dans le nouveau refuge d'urgence de la Maison du Soleil Levant. Le but par cette action-là est de souligner le fait qu'il y a de plus en plus de monde qui doit aller à la banque alimentaire. Christian Milot, porte-parole du regroupement d'éducation populaire de l'Abitibi-Témiscamingue, mentionne que ce n'est pas normal quand une personne travaille qu'elle n'arrive pas à combler ses besoins de base. De plus en plus de gens ont besoin de logement. Il y a des manques criants. Le regroupement souhaite que le gouvernement investisse de plus en plus. La hausse de 50 cents du salaire minimum au Québec dès le 1er mai est largement insuffisante. Le regroupement d'éducation populaire regroupe 30 organismes communautaires dans la région. La nouvelle formation accélérée en santé lancée par le gouvernement du Québec est aussi offerte en Abitibi-Témiscamingue. En tout, 38 bourses de 12 000 $ sont disponibles pour suivre cette formation qui sera offerte par le Centre de formation Arikana dès le 28 mars à Amos et à Val-d'Or. Cette formation se présente sous la forme d'une attestation d'études professionnelles en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé et de services sociaux. Il s'agit d'une formation de 705 heures comportant 3 stages, de 75 heures en milieu de soins. La bourse sera remise en 3 versements. Au terme de leur formation de 5 mois, ces élèves pourront travailler comme préposés aux bénéficiaires ou auxiliaires aux services de santé et services sociaux dans les différents milieux de soins du réseau, allant des hôpitaux au CHSLD, en passant par les futures maisons des aînés et alternatives, et ainsi qu'à domicile. Les boursiers s'engagent à travailler au moins 6 mois dans le réseau. Martin Trudel, coordonnateur au Centre de formation Arikana, précise que les candidats qui vont s'inscrire seront rencontrés en entrevue par le CIS.
S'ils sont retenus en entrevue, alors il sera possible d'aller plus loin dans le processus d'admission. Le but, c'est d'avoir rapidement des préposés qualifiés qui puissent répondre à la demande actuelle dans le réseau de la santé. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue espère ainsi répondre à ces importants besoins de personnel et réduire son recours à la main-d'œuvre indépendante. Plus de 200 préposés aux bénéficiaires proviennent actuellement des agences privées en Abitibi-Témiscamingue. Ève-Marie Richard, responsable du recrutement au CISAT, affirme qu'il serait préférable de remplacer le personnel provenant des agences privées par du personnel qui relève directement de notre organisation. Les besoins sont là, les besoins sont grands. Ce programme de formation est l'une des mesures que le CISAT va tenter de mettre en place pour diminuer leurs utilisations de main-d'œuvre indépendante. Et même si la formation est donnée à Amos et Val-d'Or, les stages devraient pouvoir se faire dans la ville de provenance des élèves qui pourront aussi y travailler après l'obtention de leur attestation d'études professionnelles. Ève-Marie Richard assure qu'ils seront ouverts à tout. Peu importe la MRC d'où la personne va provenir, elle aura du travail dans sa MRC. Il y a des besoins à combler partout sur le territoire. Les stages en milieu de travail et l'utilisation de mentors viennent faciliter leur intégration selon la gestionnaire en milieu de vie au CISAT, Marie-Josée Boucher. Madame Boucher explique que ce qui est facilitant, c'est qu'une partie de la formation pratique se fait à même les milieux d'hébergement, à même les milieux de soins. Ils sont donc déjà intégrés dans les équipes. Ce que ça nécessite de notre côté, c'est de leur affecter chacun un mentor. Une fois que la formation est terminée, c'est vraiment la présence du mentor qui va faire la différence. Ils vont répondre à leurs questionnements, à leurs inquiétudes. Ils sont aussi là pour finaliser leur parcours, voir s'il y a des choses à améliorer. Contrairement à d'autres régions de la province, l'Abitibi-Témiscamingue n'aura finalement pas droit à son unité de réadaptation comportementale intensive. Ce service avait été annoncé en grande pompe par le Québec et le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue en 2021. C'est la résidence Le Giron, à La Sarre, qui devrait être transformée en unité de réadaptation comportementale intensive pour étoffer les services offerts aux personnes avec de graves problèmes de comportement. La pénurie de main-d'œuvre et des problèmes administratifs et cliniques ont toutefois mis fin au projet. L'organisation ajoute que la création de cette unité aurait diminué le nombre de places disponibles au Giron, alors que celles existantes sont déjà insuffisantes pour subvenir aux besoins de la région. Lors de son passage dans la région, M. Carman, ministre de la Santé et des Services sociaux, avait soutenu que l'unité de réadaptation comportementale intensive aiderait les personnes avec une déficience intellectuelle, un spectre de troubles de l'autisme et des handicaps qui se traduisent par des troubles de comportement graves. À La Sarre, le Giron accueille des personnes atteintes de déficience intellectuelle. La création d'une unité de réadaptation visait à leur offrir des services supplémentaires. En 2015, André Maheu, enseignant d'histoire retraité de New Liskeard, publiait « They Stepped into Immortality », un ouvrage biographique rendant hommage aux 50 soldats décédés lors de la Première Guerre mondiale, dont les noms sont gravés sur le cénotaphe de New Liskeard. En décembre dernier, l'auteur franco-ontarien lançait Gaby, une fiction se déroulant en pleine guerre mondiale et qui retrace plusieurs pans de l'histoire mondiale, canadienne et locale. C'est à partir d'une photo d'époque trouvée dans un mur de l'entreprise Canvas & Clay, située dans le centre-ville de New Liskeard, que M. Maheu a développé ses personnages principaux. Sur cette photo, on y retrouve le père, la mère et le bébé, dont on ignore encore aujourd'hui leur identité. L'histoire se passe donc 18 ans plus tard, alors que le bébé de la photo, que l'auteur a nommé Gaby, atteint l'âge de la majorité et qu'il joint l'armée canadienne afin de prendre part à la Première Guerre mondiale. L'intrigue se déroule entre 1916 et 1918. Dans cette aventure, Gaby joint le 228e bataillon, qui est un bataillon du nord de l'Ontario.
Pour la plupart, ces frères d'armes portent le nom de soldats qui ont réellement existé, à qui André Maheu a rendu hommage dans son livre biographique publié en 2015. Au front, Gaby fait la rencontre de nombreux personnages historiques ainsi que des membres de la royauté qui ont véritablement marqué cette époque. Il arrive plein d'aventures à Gaby. Il manque de savoir-faire et ne sait pas vraiment comment agir correctement avec ces gens-là. C'est un peu de l'arrogance, mais aussi de l'assurance. Il est comique et il est capable de se sortir de nombreux pétrins. Gaby est unique en son genre. À toute cette intrigue se mêlent des faits réels qui ont marqué l'histoire. Il est question de joueurs de hockey recrutés par l'armée canadienne, de lois canadiennes, de droits de vote des femmes, des mariages de confessions différentes. S'entremêlent alors les intrigues politiques, historiques, sportives, religieuses et amoureuses. Bien que l'écriture d'un roman lui paraisse plus facile que celle d'un ouvrage biographique, il avoue que le fait d'incorporer des événements réels et le nom de gens ayant déjà existé exige une certaine rigueur en ce qui concerne les recherches et les demandes de permission. C'est en terminant ce roman qu'André Maheu s'est rendu compte qu'il avait assez de matériel pour écrire une trilogie. Le tome 2 est pratiquement achevé. Sa sortie est prévue en décembre 2024. Quant au troisième tome, il est déjà entamé et sera en librairie l'année suivante. De plus, Gaby, publié uniquement en anglais pour l'instant, deviendra une lecture obligatoire pour les élèves de la 12e année dans le cours d'anglais à l'École secondaire catholique Sainte-Marie, l'école où André Maheu a enseigné pendant près de 30 ans. Le livre est en vente à la librairie Chat Noir Books de New Liskeard, ainsi qu'à la maison d'édition White Mountain Publications de Cobalt. Le promoteur immobilier Steven Vanevich reproche à la ville de Rouyn-Noranda de mousser le projet Sénator auprès des expropriés de la future zone tampon du Vieux-Noranda, alors que d'autres terrains, dont les siens, sont prêts à accueillir des résidences. La coordinatrice Sylviane Legault rétorque que les promoteurs seront bientôt invités à participer à des consultations organisées par la ville. Depuis 2019, M. Janevich possède 20 terrains en mesure d'accueillir des maisons unifamiliales et bifamiliales. Mais il se demande pourquoi personne n'en parle à la ville de Rouyn-Noranda. D'autant plus que le projet Sénator, toujours au stage des consultations, est loin de sa première pelletée de terre. Ce dernier veut que les gens qui se font exproprier du Vieux-Noranda comprennent qu'ils ont un plan B et un plan C. Le projet du domaine boréal est prêt à être construit. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Le projet du domaine boréal comprend plusieurs phases. L'homme d'affaires souhaite que les terrains disponibles trouvent preneur pour enclencher les prochaines étapes. Il précise que 45 autres terrains peuvent être mis en vente à très court terme à condition que la demande se manifeste. La coordinatrice des relations avec le milieu pour la ville de Rouyn-Noranda, Sylviane Legault, précise que la municipalité inclura à ses consultations citoyennes de l'été 2024 les projets de promoteurs privés. Mme Legault indique que la ville veut proposer des lots et des terrains aux résidents pour savoir où ils aimeraient s'installer. La ville va ensuite déterminer les secteurs où elle va investir en fonction des résultats. Elle ajoute que la ville parlera des projets privés quand on va arriver à l'étape de la relocalisation. Sylviane Legault reconnaît que la ville a mis l'accent sur le projet Sénator ces derniers mois, mais elle ajoute que ces rencontres visaient à connaître les ambitions de la population pour le futur écoquartier. Rouyn-Noranda s'est aussi engagé auprès du ministère des Affaires municipales à développer de nouveaux secteurs résidentiels. Elle ajoute qu'à la limite, les promoteurs immobiliers pourraient en faire autant avec leurs projets en embauchant une firme de consultants. Le domaine de la construction a été affaibli par la hausse des taux d'intérêt et des coûts de matériaux au cours des dernières années. Pour les prochaines années, en termes de coûts de construction et d'infrastructures, on nous confirme une augmentation de 60 % par rapport au coût des infrastructures en 2018. Dans les prochaines années, peu importe où sera le développement dans le secteur de Rouyn-Noranda, on n'arrivera pas au coût actuel.
Sylviane Legault réplique que la ville de Rouyn-Noranda encadrera les prix pour aider les résidents expropriés de la future zone tampon. Il y aura des mécanismes qui seront mis en place pour les aider. Le domaine boréal est un projet de développement résidentiel situé dans le quartier Noranda-Nord. 3 projets résidentiels privés sont ouverts sur le territoire, soit le domaine boréal, développement Angers et développement David. L'ancienne mairesse de Macamic, Lina Lafrenière, revient sur les raisons qui ont motivé sa décision de quitter le domaine municipal. Provocation, intimidation, harcèlement. L'ancienne mairesse de Macamic sentait qu'elle était la cible d'un conseiller municipal friand de critiques répétées à son égard. 2 mois après son départ de la mairie de Macamic, Lina Lafrenière admet que ce sont les tensions au sein du conseil municipal qui l'ont poussée à démissionner. Le nouveau maire, qui ne siégeait pas au conseil à l'époque, souhaite aplanir les différends et insuffler un second souffle au village d'environ 3000 habitants. Madame Lafrenière était tannée de l'humiliation que certains conseillers lui faisaient subir. 2 conseillères ont décidé d'abandonner leurs fonctions en même temps qu'elle. Lina Lafrenière recevait beaucoup de blâmes de la part de certains membres du conseil, allant même à la traiter de menteuse et d'hypocrite, alors qu'il y avait des gens présents dans la salle. L'ancienne mairesse a tout fait au niveau de son conseil pour travailler en harmonie. Elle est consciente que l'on ne peut pas plaire à tout le monde. Lina Lafrenière a toujours été capable de travailler en équipe en respectant les gens. Le cas de Madame Lafrenière n'est pas unique. Malheureusement, c'est une situation qui se vit trop souvent à l'intérieur de nos municipalités. La Fédération des médecins spécialistes du Québec dit comprendre la déception des élus et des citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue devant la perte des chirurgies vasculaires. Les médias révélaient la semaine dernière que les chirurgiens généraux de la région n'offrent plus les services de chirurgie vasculaire depuis quelques semaines. Entre 100 et 150 patients par année devront ainsi être transférés à Montréal. Le docteur Vincent Oliva, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, se fait tout de même rassurant. Beaucoup de ces patients sont opérés dans un contexte électif, donc non urgent. Ceux-là, oui, vont devoir se déplacer, ce qui est malheureux. Il faut dire aussi que la concentration des expertises n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Oui, ça veut dire que ça implique des déplacements, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des catastrophes du jour au lendemain parce que des événements comme les ruptures d'anévrisme sont quelque chose de très rare. Celui-ci ajoute tout de même que la présence de médecins spécialistes dans les régions est l'une des priorités de la Fédération des médecins spécialistes. La première solution, celle qu'on préfère, c'est qu'il y ait des gens qui soient sur place, qui restent sur place, parce qu'ils donnent un service avec beaucoup plus de continuité. Le docteur Oliva mentionne qu'il y a une réflexion là-dessus, puis nous allons être en négociation avec le gouvernement cette année et l'un des enjeux que l'on veut absolument aborder, c'est la qualité des services et la couverture en région intermédiaire et éloignée. Du réveil pour la communauté de Kitsisakik dans la réserve faunique La Vérandrie. En effet, un incendie s'est déclaré dans le bâtiment du conseil de Kitsisakik tôt mercredi matin. La communauté n'est pas équipée d'un service incendie comme Val-d'Or. C'est pourquoi les pompiers de Val-d'Or se sont déplacés dans la communauté de Kitsisakik pour éteindre le brasier. L'incendie a débuté dans le sous-sol du bâtiment administratif où se trouvaient des documents importants et des archives. C'est quand même un bureau qui existait depuis plus d'une 50aine d'années. C'est une partie de leur histoire qui est partie en fumée. L'incendie n'est pas suspect selon Éric Hébert, le directeur du service de sécurité incendie de Val-d'Or. La communauté de Kitsisakik est située à environ 90 km de Val-d'Or. Éric Hébert déplore le manque d'équipement à Kitsisakik pour combattre les violents incendies. M. Hébert signale que les flammes avaient déjà eu le temps d'endommager considérablement une partie du bâtiment lorsque les pompiers sont arrivés, après avoir parcouru la distance qui les sépare de la communauté. La communauté n'a aucun service de pompiers sur place. Ils ont de l'équipement, mais pour des incendies de ce type-là, c'est inefficace.
Ce n'est pas évident avec des équipements rudimentaires quand on n'a pas les compétences et les outils pour faire face à de telles situations, observe Éric Hébert, qui compte offrir un accompagnement lors de la formation de pompiers volontaires. Les pompiers ont dû s'approvisionner avec leur propre citerne. Ils ne pouvaient s'approvisionner dans le réservoir d'eau potable. Les causes du sinistre ne sont pas connues et une enquête est en cours. L'important, c'est qu'il n'y a eu aucun blessé et aucune perte de vie dans l'incendie. La perte du matériel posera certainement des défis considérables. Considérant que l'immeuble est une perte totale et que l'ensemble des documents administratifs, les archives et les serveurs informatiques s'y trouvaient, tous les services administratifs sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Une cellule de crise a été mise en place afin de reprendre les activités administratives dans les meilleurs délais et ainsi assurer les services aux membres de la communauté. Après plusieurs semaines de grève qui ont notamment paralysé les écoles avant les fêtes, les 420 000 membres du Front commun ont accepté à 74,8 % l'entente de principe conclue avec Québec. C'est ce qu'ont annoncé vendredi les représentants des syndicats qui se sont réunis il y a quelques mois pour faire entendre leurs revendications lors du renouvellement des contrats de travail des employés du secteur public. S'ils se sont dit fiers d'être parvenus à conclure une entente, les représentants de la CSN, de la SCQ, de la FTQ et de la PTS ont rappelé qu'il reste encore beaucoup de pain sur la planche. On ne doit pas attendre des prochaines négociations pour améliorer les conditions de travail et le réseau. Il faut continuer dès maintenant. Certaines mesures qui ont été données sont intéressantes, mais il y en a également qui ne répondent pas à tous les besoins parce qu'elles sont ciblées à des groupes vraiment restreints. De son côté, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, mentionne que les ententes auxquelles nous sommes parvenus sont le fruit d'une volonté commune de négocier différemment et d'adapter nos façons de faire aux réalités de 2024 afin d'améliorer les services aux Québécois. Québec solidaire donne un outil aux locataires pour faire respecter leurs droits. L'adoption de la loi 31 de la ministre caquiste de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, jeudi dernier, a fait reculer les droits des locataires du Québec et ne réglera pas la crise du logement. Après avoir tout essayé pour faire modifier la loi durant son étude, Québec solidaire lance une plateforme d'aide aux locataires sur Internet afin de les informer de leur recours à l'approche de la saison des renouvellements de baux. En retirant des droits aux locataires, le gouvernement alimente la crise qu'il dit vouloir combattre. C'est 40 % des ménages du Québec qui en vivront l'impact. La CAQ a choisi de ne pas aider les locataires alors Québec solidaire va le faire. André Foncesilla, porte-parole solidaire en matière d'habitation, annonce que le Parti Québec solidaire va lancer une plateforme pour informer les locataires de leurs droits pour les protéger. Parmi les sujets abordés sur le site, on retrouve une mise au point de la situation concernant les cessions de bail, le droit à la cession de bail, un des outils à la disposition des locataires pour garder un loyer sensiblement bas lors d'un changement d'occupation de logement est devenu, pour ainsi dire, dépassé. Les propriétaires pouvant désormais refuser la cession sous n'importe quel motif. Alors voilà, c'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Ici Lorraine McLean qui vous remercie d'avoir été là. Bonne semaine à tous. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission d'Infotémis. Au revoir!